Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'importance que ça a de se raconter. Alors se raconter, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là d'avoir bien en tête que c'est hyper important d'oser partager ton histoire. Alors, ça ne veut pas dire avoir plus aucune intimité et, pour son histoire et devoir tout balancer comme ça, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que trop souvent, on a le réflexe de ne pas raconter ses anecdotes personnelles, ce qu'on traverse personnellement. Parce que alors il peut y avoir plusieurs raisons, j'imagine, peut-être la peur qu'on utilise ces histoires-là contre nous, peut-être que ce sont des histoires dans lesquelles on s'est senti vulnérable ou coupable, ou qu'on a honte, ou qu'on a la sensation réelle ou imaginaire, peu importe, d'avoir mal agi, et encore une fois, le côté mal agir ou bien agir n'a rien d'universel. Ça dépend du système de valeurs et de croyances de chacun. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un jugement là-dessus, c'est juste de sentir si parfois on est un peu honteux de ce qu'on a fait par rapport à son propre système de valeurs. Et en réalité, c'est une grande richesse de savoir partager tout ça. Alors attention, hein, l'idée, c'est pas de partager ça n'importe comment, avec n'importe qui, il faut savoir trier, en fait. Il faut savoir trier, mais l'idée, ce que je veux juste te dire, c'est de ne pas cultiver le réflexe de garder des choses secrètes, cachées, non dites. C'est comme quand on parle à des enfants. Moi, je crois profondément qu'il faut rien cacher à personne, en fait. Dans l'ordre... Alors, rien cacher à personne, je m'entends. Je vais nuancer ce que je dis quand même. L'idée, c'est pas d'être dans une totale transparence. On a quand même le droit d'avoir un jardin secret, des choses qu'on garde pour soi, qui sont précieuses. Mais ça, c'est des choix, des choses qu'on n'a pas envie de partager. C'est ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, ça va être le côté systématique dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que de tout garder pour soi, et à un moment donné, ce sera problématique. Et de rien garder pour soi, aussi. Les extrêmes sont jamais bons. Mais ce n'est pas un réflexe OK de ne jamais rien oser dire sur soi-même, sur son histoire, et de ne pas partager sa propre expérience, en fait, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ton expérience à toi résonnera peut-être avec la personne à qui tu le raconteras, ou viendra nourrir la relation avec la personne à qui tu vas livrer ça, par exemple, parce que la personne va sentir en face que tu lui accordes beaucoup de confiance, que la personne a une place particulière pour être celle que tu as choisie pour recueillir ce que tu avais sur le cœur, que tu avais envie de déposer. Et alors j'ai beaucoup d'exemples qui me viennent en tête, plutôt de choses difficiles, douloureuses, mais ça c'est ma déformation professionnelle. Mais il faut aussi savoir partager ses joies, parce que partager ses peines, voilà, on va dire ouais mais moi je suis pudique, je vais pas envie, ou j'ai pas envie d'embêter les autres avec mes histoires. Il y a beaucoup ça aussi. Mais quelque part, réussir à oser dire ce qui se passe pour soi et de choisir en fait le degré de détail dans lequel on a envie de rentrer, en fait c'est hyper important. Quand il y a quelque chose qui va pas, je me souviens dans le dernier emploi salarié que j'ai fait avant de m'installer comme thérapeute, on avait un collègue qui avait un sale caractère et qui avait une réputation d'être un vieux grincheux, ce qu'il était un peu au demeurant, enfin ce qu'il était aussi au demeurant, mais pour avoir travaillé en binôme avec une autre assistante commerciale avec lui sur ses dossiers à lui,
j'ai appris à découvrir qu'en fait, il y avait quelqu'un de sensible, de gentil et qui, quelque part, s'accommodait d'être derrière sa carapace de vieux grincheux. Du coup, on venait pas trop l'embêter, mais c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Euh, et donc, c'était un personnage qu'il fallait parfois prendre avec des pincettes, qui avait son caractère et ses mécanismes. Et moi, en fait, je crois que si ça se passait bien avec lui, c'est aussi parce que je prenais pas contre moi, parfois ses mauvaises humeurs, parfois comment il pouvait être fermé certaines journées. Juste, je me disais que c'était son caractère et que quand c'était réellement important ou urgent, j'outrepassais ça en lui disant alors d'habitude je respecte le fait que aujourd'hui c'est pas un bon jour, mais là maintenant tout de suite en fait là je m'en fous parce que là c'est trop important selon les dossiers ou les machins. Donc je le prenais pas contre moi. Et donc j'aimais bien ce personnage. Donc il y avait déjà une manière d'être un peu grincheuse et parfois un peu fermée. Et malgré le fait qu'il ait eu qu'il avait ce rapport pas toujours très ouvert et très fluide, un jour il a traversé quelque chose de difficile dans sa vie perso. Et il nous a emmenés à part avec l'autre assistante commerciale parce qu'on bossait dans un open space. Il nous a demandé si on pouvait aller avec lui s'isoler dans un bureau à part parce qu'il avait besoin de nous parler. Et avec beaucoup de pudeur et de vulnérabilité, il nous a expliqué dans les grandes lignes ce qu'il était en train de traverser. Juste pour nous dire, je vais pas être dans mon état normal dans les prochains jours. Je vais être encore pire que d'habitude parce qu'il avait aussi beaucoup d'autodérision. Je vais être encore plus fermé, encore plus grincheux, encore plus tendu. Et je vous demande d'en tenir compte. Je m'excuserai si ça va trop loin, n'hésitez pas à me dire non mais là tu déconnes quand même. Mais voilà, en fait il nous a juste demandé de tenir compte de sa fragilité du moment parce qu'il traversait quelque chose de très douloureux dans sa vie perso. Et il n'était pas forcément rentré dans les détails, il avait donné les très grandes lignes pour qu'on comprenne de quoi il s'agissait. Moi j'avais trouvé ça génial en fait et je trouve que vraiment c'est la clé plutôt que de vouloir que les autres comprennent ou d'essayer de masquer quand ça va pas derrière une façade de sourire en faisant si tout va bien. En fait ça demande tellement d'efforts que au bout du 10e sourire crispé de la journée de oui ça va, il y a bien un moment donné où peut-être on va exploser sur quelqu'un ou alors on va juste littéralement imploser et aucun des deux n'est souhaitable. Encore que je t'invite à choisir plutôt d'exploser que d'imploser parce qu'au moins c'est sorti. Et c'est plus facile plus facile. À mon sens, dans mon monde à moi, selon ma vision, c'est plus facile de venir ramasser les dégâts et les éclats de ce qui s'est passé à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Donc même si c'est pas souhaitable et qu'il vaut mieux s'autoriser à gérer pas à gérer parce qu'une émotion ça se gère pas, mais à traverser son émotion autrement plutôt qu'en serrant les dents. Et d'éviter d'en arriver à un point où ça jaillit sur les autres comme une bombe, c'est vraiment pas souhaitable. Mais si t'en es à ce stade-là, en vrai, vaut mieux que ça sorte. Tu t'excuseras, comme je dis souvent, tu t'excuseras platement pour la forme qui aura cruellement manqué de tact et finalement tu maintiendras ce qu'elles ont pu être tes propos sur le fond. Et c'est quelque chose de très important, ça, de savoir aussi de profiter de ces moments où ça a explosé pour mettre les choses à plat et maintenir ce qu'on a dit. Par contre, c'est aussi hyper important de s'excuser platement sur la forme qui est juste dégueulasse. Là, faut pas se mentir, et à un moment donné, faut être honnête, la forme dans ces moments-là, elle est parfaitement dégueulasse. Et donc, je trouve que c'est toujours bénéfique de savoir dire à ceux qui nous entourent, ceux qui nous côtoient, là c'était un collègue de boulot, mais parce qu'on allait quelque part être impacté en fait par son humeur, son émotion, sa vie personnelle par ricochet, et j'ai trouvé ça super qu'il vienne dire ça. J'ai retenu ça de ce collègue et une autre phrase qu'il m'avait dit, que j'avais adorée. Je lui avais posé une question, je sais plus ce que c'était, et je lui avais dit, bon, je suis désolée si la question est indiscrète, t'es pas obligé de répondre quoi. Et il m'avait dit, il n'y a jamais de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui le sont. Donc en fait, pose toujours toutes les questions que tu as envie de poser et autorise les personnes à pas te répondre parce que c'est pas
parce que la réponse sera peut-être indiscrète. Et j'ai adoré cette phrase et je la ressors beaucoup. Je trouve que c'est très juste en plus de s'autoriser à s'interroger, à interroger les autres, à poser des questions et c'est à la personne qui reçoit la question de se sentir libre d'y répondre ou pas, et dans la proportion, parce que parfois répondre ça veut pas dire tout dire, c'est vraiment ce que j'étais en train d'expliquer, et c'est hyper important de raconter ce qu'on traverse, parce que plus on raconte ce qu'on traverse ou ce qu'on a traversé, si ça arrive après un éclat, plus on raconte ce qu'on traverse, plus l'autre en face est à même de comprendre. Alors pas forcément de pardonner, ça n'efface pas forcément la douleur qui a été faite, mais ça permet à l'autre de comprendre le contexte qui est le nôtre et à avoir un peu de recul. Je vais illustrer mes propos en racontant du coup une histoire perso pour illustrer ça. Quand mes enfants étaient tout petits, on avait déménagé dans le Finistère, donc moi je suis des Côtes-d'Armor à la base, et comme on l'a dit dans l'épisode avec mon mari, ça c'était pas en projet de déménager, et donc on s'était retrouvés dans le Finistère du jour au lendemain. En 15 jours on avait déménagé, sans que ça ait été prévu, et ça a été un énorme bouleversement, et en fait ça m'a beaucoup plus ébranlée que ce dont je me suis rendu compte. Pourtant, je me rendais bien compte que c'était pas si simple. Mais en fait, ça a été une déflagration bien plus importante que ce que j'ai conscientisé. Et en fait, je me suis retrouvée hyper seule. Moi qui avais toujours été proche de ma famille, proche dans tous les sens du terme, parce que je suis toujours proche d'eux dans le lien affectif, mais j'habite plus loin. Mais suffisamment, il y a 2 heures de route en gros, donc on n'est pas là au quotidien, je suis pas avec eux au quotidien, mais on arrive quand même à être présent pour la majorité des événements, pas tous, parce que c'est ingérable de faire autant d'allers-retours, mais malgré tout, on est quand même présent. Mais donc je suis passée d'une proximité géographique et quotidienne un peu avec ma famille et mes amis en fait, qui étaient sur place, à tout d'un coup, je me suis retrouvée catapultée dans Finistère, qui n'avait pas été quelque chose de réfléchi en amont, qui n'était pas un projet sur lequel on s'était penché. Et je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants. Donc, ma fille avait presque 3 ans. On a déménagé 1 mois avant ses 3 ans. Et mon fils venait d'avoir 13 mois. Et donc on est arrivé dans le Finistère en janvier 2013. Il neigeait, ce qui est rare, mais il avait un peu neigé. Bon, neigé pour la Bretagne, 3 petits flocons, mais il faisait froid. On s'est retrouvés dans cette maison, tous les 4, avec une transition de boulot pour mon mari qui avait été muté en fait, où il y avait quand même un espèce d'entre-deux pendant une première partie du temps. Donc il se retrouvait à travailler en fait à mi-chemin entre notre ancienne maison et notre nouvelle, et donc il avait plus d'1 heure de route. C'était temporaire, mais disons que les tout premiers temps, je me suis retrouvée dans une maison neuve qu'on louait. Elle venait d'être finie de construire. Oh, je vais pas réussir à faire cette phrase. Bref, elle était toute neuve et tout n'avait pas été installé, genre la ligne téléphonique et internet n'avaient pas été posés. Donc j'ai dû gérer ça. Bon, ça, je m'en fous d'avoir dû gérer ça. Ce qui a été compliqué, c'est que j'avais pas de télé, pas de téléphone, pas internet, et que, bon, c'est un peu mieux le réseau maintenant, mais alors il y a 10 ans, 12 ans même, c'était une catastrophe. Je ne captais rien. Je pouvais même pas envoyer un texto. C'était à ce niveau-là. je n'avais pas de réseau, pas de télé, pas de téléphone, pas internet. Mon mari qui partait à 7h le matin et qui revenait à 21h le soir. 2 enfants, et j'étais seule. Mais seule. Et ça a été terrible en fait. Je me suis pas forcément, comme je dis, je me suis pas complètement rendu compte, et c'est peu de temps après qu'on soit arrivé, le temps qu'on trouve un médecin, etc., où j'ai été voir dans le cabinet où j'allais une médecin qui était très sensibilisée à justement la psychologie, qui faisait un peu d'hypnose, et où elle a senti qu'il y avait un malaise. Elle a senti en fait le malaise que moi je voyais pas. Et donc c'est là que j'ai commencé mon fameux
travail un peu des profondeurs, où j'ai commencé un peu à explorer mes enjeux, mon histoire. Et je t'invite à écouter l'épisode en duo avec mon mari, l'épisode 61, je crois, parce que je raconte un peu plus ce moment-là, donc je ne vais pas non plus m'étendre. Donc tout ça pour placer le contexte. Donc je me retrouve avec cette médecin que je vois régulièrement, qui fait toujours un peu de... Voilà, qui s'inquiète toujours de voir comment ça va émotionnellement, psychologiquement, etc. Et en parallèle, j'avais commencé donc à avoir un thérapeute. Et donc les mois passent, ça devait bien faire 1 an qu'on était dans la maison, donc on commençait à avoir rencontré des parents à l'école et à se faire quelques amis, mais voilà, c'était quand même une période difficile où finalement avec mes 2 enfants en bas âge, j'avais pas du tout d'aide. Et je sais que y a eu tout un moment un peu un vent d'être fière, de s'occuper de ses enfants tout seul, sans avoir besoin d'aide, et en fait... on dit parfois qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais c'est assez vrai en fait. C'est-à-dire que des fois, sans soutien, on est dans une telle fatigue, parfois dans une telle détresse, que de l'aide, ne serait-ce que du soutien moral, pas forcément de prendre en charge les enfants à notre place, mais juste de ne pas se sentir seule et d'oser demander de l'aide. Et ce que j'ai pas du tout fait parce qu'en plus j'étais en congé parental, ce qui était un choix. J'avais toujours dit que si c'était possible, matériellement, enfin quand je dis matériellement, c'est concrètement avec le boulot dans lequel j'étais, selon comment ça se plaçait, aussi financièrement, si c'était possible, moi j'avais pour souhait de pouvoir rester avec mes enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Ce que j'ai fait, j'ai recommencé à travailler quand mon deuxième a eu 3 ans et qu'il est rentré à l'école. Donc j'étais super contente d'avoir réussi à faire ça, et ce serait à refaire, je le referais. Sauf qu'en fait, d'avoir été seule avec mes 2 enfants, en fait ça a été hyper dur, et je me suis vraiment sentie... démunie, fatiguée, et j'ai cru que j'avais pas le droit de me plaindre ou de demander de l'aide, parce que après tout c'était ce que je voulais. Puis il y a toujours des gens bienveillants qui disent t'as voulu des gosses, t'assumes, hein. Ces phrases mesquines, dégueulasses, alors ce qui viennent soit de personnes qui ont traversé la même chose en ayant eu des enfants et qui en ont chié, et qui du coup disent c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on en a tous chié, et de venir normaliser en fait la difficulté, alors que c'est pas normal d'être en détresse. Et c'est normal d'avoir besoin de soutien et d'aide. Donc voilà pour planter mon contexte, pour que vous compreniez l'histoire. Et donc, on n'a jamais fait garder nos enfants. Quand ils étaient tout petits, comme je travaillais pas, que mes parents sont jeunes, et mes beaux-parents aussi, donc en fait, ils travaillaient tous, et pas moi. Donc j'allais pas demander à des grands-parents pas en retraite de s'occuper des enfants pour que je puisse, je sais pas, dormir, souffler, juste faire un truc sans avoir... sans que tout prenne des proportions de ouf, acheter du pain avec 2 enfants en bas âge, j'avais dit plus jamais. Je l'ai fait une fois, j'ai mis 2 heures à aller juste acheter du pain, parce qu'on était en hiver, le temps de mettre la combi pilote de un, et on tient dans les bras, et le cosy de l'autre, et le machin, et le temps qu'on mette le cosy de l'autre elle était en train de crever de chaud avec sa combi qu'elle avait enlevée, enfin bref, j'ai mis 2 heures, et je me suis dit, je me suis vue pleurer avec ma baguette posée en travers du cosy, mon bras qui tremblait parce que ça pesait lourd, ma fille à la main et les clés dans mes dents, et a pu avoir 2 mains pour ouvrir ma porte, et à m'effondrer, à dire non, là je n'irai plus acheter du pain, j'irai faire des courses globales et j'achèterai du pain, mais j'irai plus jamais acheter du pain. J'avais été traumatisée de ce petit aller-retour à la boulangerie. Et donc voilà, il y a des moments comme ça pour les mamans, qu'elles le racontent ou pas, qu'elles le conscientisent ou pas. Je pense que toutes les mamans, plus ou moins, à différents moments de la petite enfance de leurs enfants, traversent comme ça des moments de désespoir absolu qu'on ne peut comprendre, je pense, que quand on a eu des enfants. Et parce que vraiment ça vient tellement taper dans le sommeil que ça met dans un état second, c'est quand même particulier. Et donc je suis dans cet état-là, en croyant que c'est normal, et en trouvant ça assez normal. Et puis une connaissance finalement de mon mari prépare une grosse fiesta sur tout un week-end pour fêter son anniversaire, ses 30 ans. Et donc ils avaient loué un gîte. Donc la soirée d'anniversaire c'était le samedi soir, mais le gîte était dispo dès le vendredi, et donc voilà, on était
on avait cet anniversaire et du coup, mon mari me dit, bah ça te dit pas? Et moi, bah du coup, l'idée de rencontrer des nouvelles personnes, sachant qu'on était depuis pas très longtemps et qu'on avait pas tant que ça d'amis non plus, qu'on avait fait quelques connaissances, mais voilà. Donc ça me faisait envie, puis de sortir en fait. Et donc, c'était prévu à l'avance, puisque c'était en mode grosse fiesta pour des 30 ans. Et donc, j'avais demandé à ma mère si elle pouvait venir s'occuper des enfants. Et donc, sur ce à quoi elle me dit, bah oui, bien sûr, donc pas de problème. Donc, donc c'était convenu qu'elle vienne le vendredi dans l'après-midi et qu'elle reste jusqu'au dimanche. Et puis, sans m'en rendre compte, hein, là je vous le raconte comment je l'ai décortiqué après, sans m'en rendre compte, en fait, je culpabilise de ouf. Je sais pas si, encore aujourd'hui, je sais pas si je culpabilise d'avoir eu besoin d'aide, ou d'avoir eu envie de faire quelque chose sans mes enfants, et de pas être là pour eux pendant 3 jours. Je sais pas qu'est-ce qui m'a fait culpabiliser, sûrement un peu de tout ça. Mais j'ai commencé à essayer de faire en sorte que ce moment qui était juste en fait j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi maman, est-ce que t'es là? Oui. Voilà, ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que du coup je lui ai dit ah mais je crois que j'avais vraiment pas envie je crois que je culpabilisais plus en fait d'avoir eu besoin d'elle et que du coup ce soit chiant pour elle. Donc je lui ai proposé, parce que c'était en janvier, de venir faire les soldes à Quimper, bah tiens, t'as qu'à venir avec une copine à toi, vous aurez qu'à aller faire les boutiques, tout ça. Donc ce sur quoi ma mère dit, oh bah bonne idée, elle demande à une copine à elle qui accepte, et donc elle me dit, ah bah super. Et à l'époque, mon frère et ma belle-sœur, donc mon frère a 4 ans de moins que moi, et ma belle-sœur a 8 ans je crois de moins que moi, on a pas mal d'écart. Donc elle était toute jeune, elle avait 20 ans, une vingtaine d'années, et donc ils étaient venus dans le Finistère eux aussi nous rejoindre. Donc ils habitaient là. Et ma mère me dit, bah écoute, le vendredi soir, ce serait cool on aurait bien envie de dîner chez ton frère du coup et ta belle-sœur. Et puis du coup, ben, pour faire pour faire les soldes, non c'était ça, elle me dit, bah du coup on ferait bien les soldes, et c'est moi qui l'avais suggéré, on ferait bien les soldes, et donc bah, c'est quand même plus pratique sans les enfants, donc le mieux en fait ce serait qu'on fasse les soldes le samedi matin, donc est-ce que c'est, bah du coup ce serait mieux si vous partiez que le samedi à midi quoi. Donc je me retrouve en fait moi je sens que bah, ça me fait chier parce que du coup bah, je comptais partir dès le vendredi, mais je le dis pas, j'explique pas. Je dis bon bah d'accord, donc là-dessus elle décide de rester, de dîner chez mon frère et ma belle-sœur le vendredi soir, qui habitaient plus près de Quimper. Et comme ça, bah, elles allaient voilà, le lendemain faire leur petite solde sans avoir les enfants dans les pattes. Et elles étaient censées arriver à midi pour que nous on puisse partir, sachant qu'on avait 1 heure de route pour aller rejoindre le gîte où on était attendus. Et puis vers 22h, le vendredi soir, elle m'appelle en me disant oui, donc ma belle-sœur qui travaillait à l'époque dans un magasin de fringues, terminait à 13h, donc elle dit elle termine à 13h, on serait bien du coup elle aurait bien voulu qu'on reste déjeuner avec elle, du coup est-ce que c'est possible qu'au lieu d'arriver à midi, tu vois, on reste déjeuner avec elle et qu'on arrive après. Et là en fait je lui ai dit mais non en fait, et là j'ai commencé un peu à sortir de mes gonds, mais juste un peu, en lui disant bah non en fait, non, en fait déjà on aurait dû y être ce soir. Et en fait, ce qui m'a énervée, c'est que ma mère, pour le coup, connaissait le contexte, savait que déjà, nous, le vendredi soir, on aurait déjà dû être sortis, qu'on avait déjà mis aux oubliettes la première soirée de notre week-end, et qu'on allait arriver déjà que en tout début d'après-midi. Et donc je dis bah non en fait, déjà qu'on aurait dû y être ce soir. Et en fait elle a dit ah mais non mais c'est pas grave, je voulais juste poser la question. Et je lui en ai voulu de pas avoir dit bah non, attends déjà ils auraient dû partir ce soir, on se verra après. Surtout que, enfin je veux dire, ils pouvaient se voir tout le week-end, ils habitaient juste à côté de chez nous, donc elle pouvait très bien déjeuner avec ma mère, mais pas juste après sa boutique, il fallait qu'elle vienne jusque chez moi, mais c'était possible. J'ai pas interdit de voir ma belle-sœur. Et donc, je me retrouve fâchée quand même. Et donc, je me couche énervée.
Et là, vers 1h du matin, j'entends pleurer. Et ma fille qui avait 42 fièvres. Et là, je fais putain, voilà. Et donc, il y a tout qui remonte. Et c'est là où je dis qu'il y a aussi une culpabilité, je pense, de laisser mes enfants, au-delà de la culpabilité de demander de l'aide de ma mère. Et donc, je me dis, voilà, tu vois, elle doit sentir qu'on s'en va, elle est malade, machin. Donc, ma fille malade, ça me stresse. Et donc, je suis fatiguée, je suis déjà en colère. Et là, en fait, grosse erreur, je regarde mon téléphone et je vois un message de ma belle-sœur qui me dit juste pour 1 heure dans ton planning, c'est quand même pas cool de refuser que ta mère reste manger avec moi. J'ai pété un plomb. Je peux pas dire mieux. J'ai littéralement pété un plomb. Je pense que tout est sorti. Alors, tout ce que j'avais pas dit avant, tout ce que j'avais pas conscientisé, tous les moments où j'avais justement serré les dents, où j'ai pas expliqué, mais aussi parce que parfois on n'a pas conscience. Parfois on a conscience, on serre les dents consciemment, parfois on n'a pas conscience. Et là en fait, je pense qu'il y avait plusieurs années de ça va pas qui ont explosé littéralement à la tronche de ma belle-sœur. Donc comme je disais, ce n'est pas une bonne idée. Alors évidemment, j'ai eu la bonne idée d'essayer de l'appeler en pleine nuit, elle avait coupé son portable, et de laisser un message sur son répondeur qu'elle a pu écouter à foison. Quelle erreur, mais quelle erreur. C'était horrible, je l'ai insultée, je lui ai dit mais pour qui tu te prends, espèce de connasse, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas quel est mon contexte, tu sais pas que je suis toute seule avec mes gosses depuis 3 ans et que pour une fois que je demande un putain de service, machin. Bref, j'ai tout dégueulé, je lui ai trop mal parlé, j'ai raccroché, j'ai fait pareil avec ma mère, j'ai tout déballé à ma mère en disant t'es dégueulasse, je t'ai jamais rien demandé, pour une fois que je te demande un truc, j'ai largué la moitié de mon week-end, et c'est encore moi la méchante qui suis pas sympa, mais vous me faites tous chier. J'ai pété un plomb, et j'ai tout dégueulé, ce que j'avais à dégueuler. J'ai dit à ma mère que je voulais pas la voir, que je voulais plus aller à ce week-end-là, que j'avais pas du tout envie d'aller faire la fête, et que je voulais qu'elle s'en aille, et qu'elle vienne pas. Donc elle m'a rappelé en me disant mais t'as craqué, comment tu me parles, arrête tes conneries, je viens. Donc elle est venue, on est parti à cette soirée où j'étais pas très bien, clairement, et de là je m'en voulais terriblement d'avoir parlé comme ça à ma belle-sœur qui avait rien demandé et qui n'était absolument pas au courant du contexte. D'où l'importance parfois de savoir déposer sa vulnérabilité avant d'en arriver à un état comme ça. Mais quitte à en être à un état comme ça, valait mieux que ça sorte que ça reste dedans. Mais quand même, c'était pas ok. Et donc je me suis platement excusée auprès de ma belle-sœur, j'ai écrit tout un message, un mail pour lui expliquer en fait le contexte, lui dire voilà, j'avais déjà largué plus de la moitié de mon week-end et me prendre une réflexion mesquine de pour 1 heure t'aurais pu faire un effort alors que vous pouviez déjeuner ensemble, juste au lieu de déjeuner sans mes gosses et de me retarder encore mon week-end, t'avais qu'à rejoindre ma mère chez moi et vous déjeuniez ensemble, il y avait pas de souci en fait. Et donc je suis désolée sur le fond, la forme, parce que j'aurais jamais dû t'insulter, j'aurais jamais dû te parler comme ça, je suis épuisée, c'est pas forcément une excuse, mais je lui explique en fait les proportions que ça a pris et pourquoi ça a été sous cette proportion-là, et juste de lui dire par contre, ton message malgré tout, je suis désolée, mais c'était mesquin en fait. C'était mesquin parce que vous pouviez déjeuner ensemble, et puis merde en fait, c'était mesquin, même si tu connais pas le contexte. J'ai envoyé un message à mon frère aussi, pour m'excuser d'avoir parlé à sa femme comme ça, et que je comprendrais qu'il m'en veuille, et j'ai envoyé un message à ma mère en lui disant alors toi par contre le contexte tu l'avais et t'as pas été cool, et je me suis aussi excusée pour le message vocal et comment je lui ai parlé, mais tout en maintenant justement le fond et ce que j'avais eu besoin de dire. Ça a mis un certain temps, mais ça s'est apaisé. Et ma belle-sœur, en fait, ce qui s'est passé pour elle, et c'est là où c'est important de raconter les choses, c'est qu'en fait, là où elle l'a mal pris, c'est pas tant que j'ai pété un plomb parce que j'étais fatiguée, c'est qu'en fait, elle a eu l'impression que je l'empêchais, qu'en fait, j'avais pas envie que ma mère déjeune avec elle parce que c'était que la belle-sœur, et qu'en fait, c'était moi qui étais plus importante parce que j'étais sa fille et que j'avais pas très envie que ma mère passe du temps avec ma belle-sœur. Mais c'était pas du tout ça. Donc je me suis excusée de ça en lui disant alors je suis désolée parce que c'était pas du tout le but, c'était vraiment la mesquinerie
et le ras-le-bol d'avoir tronqué mon week-end au fur et à mesure. Donc c'était juste ça entre guillemets, c'est vraiment, c'était pas du tout. Donc je me suis excusée pour ça en disant que je voulais vraiment pas lui faire de peine à cet endroit-là et que j'étais désolée de ça, mais que je continuais de maintenir ce que j'avais dit et que je lui demandais à elle aussi de s'excuser. Et en fait, pendant un moment, elle ne m'a répondu que bah oui, mais c'est pas moi je sais pas ce que je voulais pas te faire de peine. J'ai dit mais moi non plus je voulais pas te faire de peine, mais moi je me suis excusée en fait. Donc je voudrais bien que tu t'excuses. Donc ça a duré un petit temps. Elle a fini par s'excuser et du coup les choses ont été vachement mises à plat après et vachement saines et au final, pas au final parce que c'était déjà le cas, mais ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur d'amour, je l'aime autant que si c'était ma sœur. C'est vraiment, elle fait partie de la famille à mes yeux comme mon frère quoi. Donc vraiment ça n'a pas entaché notre relation, mais ça aurait pu, et d'où l'importance de savoir s'occuper de soi, parce que quand on se nie, ce qui se passe, c'est qu'on finit par exploser sur quelqu'un qui n'a rien demandé. Et là, on a eu, alors je ne sais pas si c'est peut-être un peu de la chance, mais aussi parce qu'on a beaucoup discuté et crevé beaucoup d'abcès autour de ça. On aurait pu perdre cette relation qui est juste géniale au demeurant. Et quand j'en ai parlé à cette médecin qui m'accompagnait un peu, quand j'ai raconté ça, elle m'a dit « bien fait ». Sur le moment, je me suis dit « ah d'accord, donc en gros, c'est moi la victime de toute cette histoire, j'en ai pris plein la gueule de tous les côtés, et en plus, elle vient me dire genre « bien fait pour ta gueule, c'est de ta faute ». Donc ce fameux truc-là, où on reprend sa responsabilité, où le thérapeute nous fait reprendre notre responsabilité et où ça pique un petit peu, c'est aussi un sujet qu'on a abordé dans l'épisode de podcast qui sortira dans une semaine. Je fais du teasing pour les prochains épisodes. Ce moment difficile où on se prend dans la tronche notre responsabilité. Et en fait, elle m'a bien dit. Elle me dit, mais cette histoire-là n'a existé que parce que tu as permis que ça existe. Déjà, elle me dit, t'avais besoin de ta mère, elle t'avait dit oui, ça aurait dû s'arrêter là, en fait. Ça aurait dû s'arrêter là. Pourquoi tu lui as proposé d'aller faire les soldes ? Du coup, oui, faire les soldes avec des gosses, c'est chiant. Donc bien sûr que oui, elle a prévu autrement son week-end. Et toi, à aucun moment, t'as dit « ah bah non, si t'as envie d'aller faire les boutiques ou les machins, bah tu vas avec les enfants parce que moi j'ai besoin que tu sois là dès le vendredi soir et quoi qu'il arrive, je pars. » Et elle me dit « il n'y avait rien de compliqué. » Et effectivement, quand on voit l'histoire sous ce prisme-là, on se dit « ah bah oui, effectivement. » Effectivement, c'était pas. C'est moi en fait qui ai laissé la situation se dégrader parce que je pense que je me sentais extrêmement coupable de m'offrir cette petite parenthèse, et un coupable paye, comme je le dis tout le temps. Et donc je me suis fait payer toute seule comme une grande en créant par tout un tas d'enchaînements cette situation-là, en disant pas non, en n'acceptant pas de dire mais j'ai juste besoin de toi et débrouillez-vous et de refuser de tronquer mon week-end, puisque à la base elle était ok pour tout le week-end, et effectivement c'est bien moi qui ai largement co-créé, parce que c'est toujours 50-50, mais quand même j'ai largement co-créé cette histoire-là, et j'aurais pu être celle qui mettait fin à tout ça, et à tellement de moments. Elle m'a dit tout au long de ton histoire, t'as eu des portes de sortie pour arrêter le carnage, et t'es allé au bout du bout. Et ça a été mon premier électrochoc de réaliser que bien souvent les situations desquelles on est victime, on a aussi une part de co-création là-dedans, inconsciente. Je me suis pas, là je vous raconte ça avec le décortiquage, mais je me suis pas rendu compte sur le moment, déjà de 1, que j'étais à ce point en détresse. J'avais pas compris que j'en étais à ce point-là. Je savais pas que je culpabilisais autant. Cet épisode-là m'a permis de réaliser plein de choses. Par contre, ça a été un fracas terrible, et qui a retenti aussi sur d'autres autour de moi, et qui ont fait beaucoup de mal à plein de monde. Et donc voilà, donc l'idée, c'est pas de faire ça. Mais parfois, des situations comme ça, c'est important de savoir les raconter, de savoir aller au fond des choses, parce que si on n'avait pas été au fond des choses, et si on n'avait pas discuté avec ma belle-sœur et que j'avais pas accepté qu'elle ait besoin de temps pendant 2 mois, on s'est pas adressé la parole, parce qu'elle avait aussi besoin de temps pour digérer, parce que j'ai vraiment été hyper insultante, et que même moi je me suis sentie tellement seule et tellement insignifiante, genre son week-end, elle, on s'en cogne quoi, puis ses enfants, puis machin, alors que c'est pas vrai non plus, mais ça a été
des attentes invisibles, des évidences qui sont pas dites, tous les combos de tout ce que je peux dire au fil des choses, qui là, dans cette anecdote-là, ont pris un sens réel et qui ont fait partie de mon chemin. Et à partir de là, c'est cet épisode-là qui m'a fait réaliser à quel point j'étais en détresse et à quel point il fallait que je m'occupe de moi parce que là, ça allait être vraiment compliqué de continuer comme ça. Donc tout ça pour illustrer l'importance de savoir déposer sa vulnérabilité, expliquer ce qui nous arrive au fur et à mesure pour pas vivre un truc comme j'ai vécu là, pour ne pas créer une situation pareille en n'osant pas s'occuper de soi. Parce que là, c'est clairement ce qui s'est passé, hein. En n'osant pas être ma priorité, en culpabilisant d'avoir envie de faire des choses pour moi et de me faire passer avant mes enfants, avant ma famille, j'ai tellement culpabilisé que j'ai créé ce truc-là. D'où l'importance de savoir prendre soin de soi d'abord pour pouvoir s'occuper de ce qu'on aime en étant dans les meilleures dispositions. Et vraiment, apprenez à poser votre vulnérabilité, à expliquer les choses que vous traversez, à dire là je vis des choses compliquées et ça peut juste s'arrêter là. Ou alors d'expliquer le pourquoi du comment. Quand j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière, j'ai expliqué à mes clients, je viens de perdre ma grand-mère, je suis à fleur de peau. Il se peut que pendant la séance, je pleure. Normalement, je suis pas censée pleurer, je suis censée être solide. Maintenant, si vous êtes assis là aujourd'hui, c'est parce que je me sens tout à fait capable de mener la séance et de travailler et que j'en ai besoin parce que c'est quelque chose qui me fait aussi du bien. Mais il se peut que vous me sentiez dans une énergie différente, que je sois un peu à fleur de peau. Je serai tout autant compétente, mais voilà. Et juste de poser ça, parce que peut-être que la personne peut supposer que je suis plus froide, que peut-être, il peut y avoir plein de choses, donc c'est important de savoir poser ça. Et en posant ça, j'ai en plus reçu que de la gentillesse, au lieu en disant « Oh mince, je suis désolée, toutes mes condoléances », et des gens qui ça m'a fait chaud au cœur en fait de me sentir soutenue par des gens proches ou pas proches, peu importe, mais c'est toujours un cadeau qu'on se fait, de savoir dire, j'aurais pu juste dire je traverse quelque chose, je traverse un deuil, et pas dire que c'était ma grand-mère. C'est à chacun de choisir le degré, mais si je peux te donner un conseil, je t'invite à essayer, peut-être au départ dans une situation plus anodine, d'oser dire, là aujourd'hui je me sens moins bien, j'ai pas envie d'en parler, merci d'avoir remarqué, ça me touche beaucoup, ça passera, je t'en parlerai peut-être après quand ça ira mieux, et ça peut vraiment s'arrêter là, plutôt que de dire oui ça va, quand quelqu'un nous pose la question alors qu'en fait ça va pas. Ose dire, non ça va pas, merci de l'avoir, parce que parfois ça va être ça, si ça va, ah bon je te trouve bizarre, et ça insiste un peu, mais c'est pas méchant, et donc d'oser dire, non ça va pas fort, merci de l'avoir remarqué, mais j'ai pas trop envie d'en parler, ou que ce soit l'occasion d'en parler, peu importe, mais plus tu montreras ton authenticité, et plus tu seras transparent dans la mesure que tu as envie pour toi, plus les relations et les échanges autour de toi seront sains. Je vois que j'ai quand même pas mal débordé. Alors mon fichier il s'est coupé en deux, mon micro s'est coupé à un moment, donc je crois que je dépasse largement le temps habituel, mais je vois plus qu'une des deux durées. Je vais faire juste un tout petit message un petit passage sur les cartes de l'épisode. Donc il y a la liberté, je suis libre d'être pleinement moi-même, donc forcément cette carte va très bien. C'est un oiseau noir on voit qu'il y a un trait derrière lui qui symbolise le chemin qu'il a parcouru, et on voit qu'il y a des boucles et des retours en arrière, et on sent que c'est un peu chaotique, et là d'un seul coup c'est comme s'il avançait vers le haut de manière plus légère après avoir traversé tout plein de choses, parce qu'il y a une certaine liberté d'être soi-même dans ses hauts et dans ses bas. Et l'autre carte, c'est le 2 de denier, et en fait sur cette carte on a une jeune femme qui a les bras pliés, un bras vers le bas, un bras vers le haut. Et en fait, au bout de ses mains, elle tient un sac dans une main qui est rond et rouge. Et vers le haut, en fait, c'est comme si il y a des fils, comme si c'était les anses d'un sac aussi. Et c'est un rond blanc dans lequel il y a une étoile, et il est dans le ciel. Donc on pourrait croire que c'est la lune ou le soleil. En tout cas, c'est quelque chose qui brille dans le ciel, mais qui est quand même accroché à sa main. Et en dessous, il y a le sac. Et ça me fait penser un peu au yin et au yang. Et il y en a un qui est rouge foncé, assez sombre, et l'autre qui est blanc, très lumineux. Et c'est comme s'il y avait une espèce de recherche d'équilibre entre ce qu'on montre, ce qu'on met en lumière, ce qu'on a à l'intérieur, et de savoir trouver un équilibre
entre les deux. Donc je vous mettrai comme d'habitude les photos la photo des cartes si tu veux aller voir en fait symboliquement qu'est-ce que les cartes te disent aussi à toi par rapport à ce qui a été dit dans cet épisode. Et donc je t'invite à observer si tu as tendance à cacher ce que tu ressens ou si tu le dis assez facilement, peut-être même trop, et de sentir quel serait l'ajustement pour toi, pour te sentir plus honoré, plus respecté dans tes besoins et là où tu en es, tout simplement parce que tu l'auras partagé. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je te remercie de ton écoute et de ta fidélité, comme toutes les semaines, et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.